Bonjour, donc je vais vous parler de mon projet personnel que j'ai nommé Suis tes abeilles. Je connecte mes abeilles. Donc vous allez le voir tout au long de la présentation, c'est un vrai projet do it yourself. Et j'aurais pu aussi appeler ce projet J'arrête de courir après mes abeilles, mais c'est vrai que le titre était peut-être un peu trop long. Ça fait 20 ans que je fais de l'informatique. Aujourd'hui, je travaille chez Bouygues Télécom, plutôt sur des solutions cloud. Et ma deuxième passion, c'est les abeilles. Alors, les abeilles, ce sont d'excellentes auxiliaires pour la pollinisation. Les arbres fruitiers, nos potagers, les fleurs, évidemment. Mais leur survie est vraiment très compliquée. L'environnement n'est pas favorable, on parle même de disparition des abeilles. Un chiffre pour illustrer ça, c'est le pourcentage de pertes qu'un apiculteur subit pendant l'hiver. Ça s'élève à 25%. Un quart de son cheptel disparaît pendant l'hiver, c'est tout simplement énorme. Ici, on voit une action d'un supermarché américain qui a enlevé les produits de ses rayons qui sont pollinisés par les abeilles. Donc c'est assez marquant comme image. C'est vrai que ce tableau n'est pas tout rose, mais moi, les abeilles, je trouve ça magique. Le monde des abeilles, c'est passionnant, c'est une passion débordante. Et c'est vrai qu'avoir des abeilles, c'est un peu essayer d'apporter cette petite goutte dans l'océan de la sauvegarde de la biodiversité. Donc comment est né mon projet? Il est né suite au fait d'avoir monté la plateforme de métrologie du boulot. J'avais la tête dans la collecte de métriques système, applicatives, je corrélais les données, je les croisais, on graphait, enfin bref. J'étais dans une certaine obsession de la mesure. Et puis nous venions de recevoir le starter kit de chez Obgenius qui nous permet d'utiliser leur réseau LoRaWAN. Alors je vous présenterai plus tard dans la présentation le réseau LoRaWAN. Et puis je dis nous parce qu'à l'origine du projet, nous étions deux. Et puis notre cas d'usage, c'est naturellement porté sur un super organisme qui est une colonie d'abeilles. Alors c'est vrai, j'avoue que quand je suis devant ma colonie et que je dois intervenir, j'ai l'impression d'être sur une super grosse complexe application qui réagit à des tas d'événements extérieurs et je me sens un petit peu démuni parce que je manque toujours un peu d'informations avant d'y aller, un peu de métro, un petit peu de déformation professionnelle. Et puis j'étais aussi dans la période de la fin de saison des abeilles et j'étais fatigué de courir après mes abeilles. Et je voyais dans ce système un moyen de savoir ce qui se passe à l'intérieur de ma colonie et donc de pouvoir enfin maîtriser mes abeilles. Enfin. Mais c'est pas si simple de maîtriser ce petit insecte volant qui a l'air si mignon que l'on va retrouver sur les fleurs et c'est pas l'insecte volant qui tourne autour de vos assiettes quand vous mangez dehors un barbecue par exemple. Non, ça c'est une guêpe, les abeilles c'est sur les fleurs. Les apiculteurs mettent les colonies d'abeilles dans des caisses en bois, en plastique, en polystyrène qu'on appelle des ruches. Et dans ces ruches, donc, il y a des cadres en bois dans lesquels les abeilles vont venir construire des rayons de cire. Donc en bas, les abeilles vont venir stocker du miel, du pollen, et puis la reine va venir pondre des œufs dans les alvéoles. Et cette partie où la reine va pondre et qu'il va y avoir en fait, les futures abeilles, c'est ce qu'on appelle le couvain. Cette partie-là, elle est à peu près au centre de la colonie. Et puis au-dessus, l'apiculteur va venir rajouter des étages, et c'est là où les abeilles vont venir stocker le miel. Ici, un cadre de couvain, donc les abeilles prennent soin des futures abeilles, et notons que ce cadre doit être maintenu à une température de 35 degrés pour que le couvain se développe comme il faut. Donc c'est une notion importante, la température, puisque c'est quelque chose que forcément je vais vouloir récupérer dans mon projet. Quelques chiffres pour finir, une colonie d'abeilles dans la partie la plus basse de la saison, c'est quand même 10 000 individus, et dans le pic, on peut monter jusqu'à plus de 60 000 abeilles, même encore plus. Et une des périodes où l'apiculteur a un rôle un peu crucial, ça va être entre mars et juin. Il va falloir qu'il adapte le volume de la ruche au nombre d'abeilles. C'est un des facteurs qui va faire que la colonie d'abeilles va moins avoir envie de se diviser. C'est un processus normal, la division, et c'est ce qu'on appelle l'essaimage.
Et une colonie qui essaime, c'est la moitié de ces abeilles qui va partir hors de la ruche, et donc cette colonie ne fera pas de miel, et c'est une perte pour l'apiculteur. Et une autre période où l'apiculteur devra faire attention, c'est à l'automne, parce qu'il faudra que la colonie ait suffisamment de nourriture pour pouvoir passer l'hiver et reprendre son activité au printemps. Et c'est vrai qu'au printemps, il n'y a pas forcément beaucoup de ressources encore disponibles. Donc, ma feuille de route, comment j'avais prévu de maîtriser mes abeilles, quelle métrique finalement j'allais vouloir récupérer. Donc j'ai ma ruche, je vais vouloir donc récupérer ma température, mon taux d'humidité, ça va pouvoir me permettre de me dire que ma colonie est toujours dans la ruche et qu'elle est toujours vivante, et potentiellement je vais pouvoir estimer qu'il y a de l'élevage de couvains. Je vais vouloir suivre le poids, évidemment, pour gérer l'hiver, pour savoir s'il y a des rentrées de nectar pendant la saison. Je vais vouloir récupérer la température extérieure, le taux d'humidité pour pouvoir le comparer avec l'intérieur, la pression atmosphérique pour croiser avec la météo. Et puis je vais peut-être vouloir un système pour détecter les intrusions, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des curieux qui viennent regarder dans les ruches, ça peut arriver. Je vais vouloir accéder à mes données depuis ailleurs, donc depuis ma maison par exemple, et puis tout ce système-là, il va bien falloir que je l'alimente. Et pour finir, il ne faut pas que ça me coûte très cher. Donc comment je mappe tous ces besoins avec l'électronique? Je reprends ma ruche, la température, je vais utiliser ce type de capteur, c'est un DHT22. Et tous les capteurs que je vais utiliser ou tout le matériel sont largement trouvables sur les sites d'électronique, et à des prix relativement modérés. Et ce capteur-là, il fait aussi capteur d'humidité, donc voilà, je vais utiliser un seul capteur pour les deux métriques. Pour le poids, je vais utiliser donc un amplificateur qui va être couplé à un capteur de torsion. Ce capteur de torsion va être intégré dans une structure, et forcément ma ruche sera posée sur cette structure. Pour la température extérieure, ce type de capteur qui fait aussi office de capteur d'humidité et pression atmosphérique. Et puis, comme j'aime bien être sûr de moi, d'avoir les bonnes données, je vais rajouter une sonde de température qui me permettra de croiser avec les deux autres, une à l'extérieur et une à l'intérieur. Et puis, c'est vrai que c'est aussi un peu pour le fun, ça me permettait aussi d'intégrer un nouveau matériel, un nouveau composant. Pour mon intrusion, un capteur d'ouverture, tout simple. Pour le transport des données, évidemment, le module LoRa que j'ai reçu avec le kit de dev. Pour mon énergie, je vais utiliser un régulateur de tension qui sera couplé à une batterie et un panneau solaire. Et puis pour orchestrer tout ça, un Arduino. Et puis je voulais vous montrer comment il était simple d'utiliser ce type de composant avec le Arduino. Donc je vais vous montrer un exemple tout bête. Donc mon capteur de température, le Arduino qui est à gauche. Alors le Arduino, il est composé d'un processeur, pas très rapide, petit, pas très rapide, mais économe en énergie. Et puis vous avez des entrées-sorties sur l'Arduino en digital ou analogique, et puis selon le type de composant que vous allez utiliser, vous allez brancher sur l'un ou sur l'autre. Ici, je branche mon capteur de température, je l'alimente et je passe à la partie code. Alors voilà, ces capteurs de température sont largement utilisés côté Arduino, et donc on va trouver des librairies qui sont adaptées à ce capteur. Donc on va venir importer la librairie, on va déclarer quelques constantes, on va initialiser le capteur, et puis on va passer dans la partie principale du programme qui est une boucle infinie. Ici, toutes les heures, on va venir récupérer le taux d'humidité et la température, et on va venir l'afficher sur la console. Voilà, c'est très simple. Voilà. Et on va faire la même chose en fait avec tous les autres capteurs. Une petite attention ici, c'est niveau architecture. Peut-être qu'il faudra faire un petit schéma, parce que si vous avez un certain nombre de composants, l'Arduino n'a pas des entrées-sorties à l'infini. Donc il faut faire un petit peu attention pour ne pas se retrouver coincé. Le réseau LoRaWAN, donc pour transporter mes données, c'est un réseau qui est très adapté aux objets connectés. Il est très économe en énergie, il permet de diffuser des données sur de longues distances, mais par contre ça va être des petites données.
pas des images, pas de la voix. Voilà, il faut que ce soit des cas d'usage simples. Mon projet rentre dans ce cas d'usage simple. Et on peut avoir de la géolocalisation. Moi, ce qui m'avait plu dans ce réseau, c'était qu'il utilisait des bandes de fréquences libres, et donc que potentiellement, un jour, je pouvais monter mon infra, mon réseau privé, et donc récupérer les données directement. Mais vous l'avez compris, j'utilise le réseau d'ObjNews pour collecter mes données de ma ruche jusqu'à ma maison, où je vais stocker mes données et puis les grapher. Pour envoyer les données, c'est tout aussi simple que précédemment. On construit un tableau dans lequel on va venir mettre les données qu'on a collectées, et puis on va les transformer en bytes, et puis on va utiliser la librairie et la fonction qui va bien pour l'envoyer sur le réseau. Voilà, très simple. Quelques représentations de mes dashboards, de mon dashboard, de mes graphes principaux. Si on fait un petit zoom sur la température extérieure, par exemple, eh bien on voit que dans la journée, ça monte jusqu'à 25, et dans la nuit, eh bien, ça peut descendre jusqu'à 10 degrés. Sur la température intérieure, sur le capteur qui est au centre, on voit que la température est à peu près constante à 30 degrés. Alors ce capteur, il n'est pas à l'intérieur de la colonie, au milieu des abeilles pour ne pas les gêner, il est au-dessus. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas non plus à 35. Le capteur qui est à l'extérieur descend en température un peu plus, parce que durant les températures les plus basses, eh bien, les abeilles vont venir se regrouper vers le couvain pour le tenir le plus chaud, et donc elles désertent les extrémités de la colonie. Au niveau du poids, on voit que ça descend en début de journée. Les abeilles, déjà, elles partent butiner, donc forcément il y en a moins dans la colonie. Et puis mon capteur, c'est vrai qu'il n'est pas très protégé, et donc potentiellement il peut subir les rayons du soleil par exemple, et ça peut faire quelques variations. Mais c'est pas grave, il suffira juste de prendre 2 points sur 2 jours différents, 2 jours consécutifs, et puis on pourra faire la différence, et puis on pourra estimer les variations de poids en plus ou en moins. Un point d'attention sur lequel je voulais revenir, c'était la gestion de l'énergie. Bon, vous l'imaginez, dans mon rucher, moi j'ai pas de prise électrique, hein. Donc, je voulais être indépendant et pas venir, et j'avais pas non plus envie de venir recharger ma batterie avec un système ou changer la batterie. Bon, voilà, c'était un objectif, c'était de ne pas le faire. Et donc, pour ça, j'ai utilisé le mode veille de certains composants. Donc, en fait, le principe, c'est d'utiliser les fonctions de mise en veille et de venir activer le composant au moment où on va vouloir s'en servir. Donc par exemple, l'amplificateur de la balance, je vais venir l'activer au moment où je vais vouloir récupérer son poids. Et puis je vais ensuite tout de suite le mettre en veille. Ça va être le même principe pour envoyer les données sur le réseau. Et puis au final, je vais aussi appliquer ça sur le Arduino qui possède aussi des fonctions de mise en veille. Et ça va me faire gagner énormément sur la quantité d'énergie qui va être utilisée. Un autre point, ça va être d'évaluer globalement l'énergie consommée par le système. Donc en mode normal, et puis en mode veille. Alors vous pourrez trouver les caractéristiques des différents composants sur Internet chez les constructeurs, mais franchement, moi je vous dis, il faut mieux faire ces relevés par soi-même, parce que potentiellement on peut avoir des différences. Et puis une fois que vous avez fait cette évaluation globale, vous allez pouvoir définir le nombre de points que vous allez collecter dans une journée. Moi, j'ai défini cette collecte à cette collecte toutes les heures. Et donc, j'ai adapté ma batterie et mon panneau solaire. Et c'est pareil avec le panneau solaire. Il faut toujours vérifier son rendement, parce que sur le site internet, on vous annonce des choses, des caractéristiques techniques aussi du constructeur, mais finalement, c'est souvent surestimé. Et le dernier petit point, ça va être de supprimer les composants inutiles. Ici, sur le Arduino que j'ai utilisé, il y a une diode de fonctionnement qui n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt pour moi quand l'Arduino est planqué dans un boîtier. Et puis, il y a un régulateur de tension que je ne vais pas utiliser puisque j'en utilise un autre. Et donc, je vais prendre mon fer à souder et puis je vais venir faire sauter ces composants. Et ça va me faire gagner quasiment la moitié sur la consommation de mon Arduino. Et en appliquant tous ces points, je peux dire que je suis autonome. Mon système est autonome en énergie. Les évolutions, les réflexions que j'ai autour de ce système-là, ça va être d'équiper plusieurs ruches avec un seul module
l'aura. Parce que, évidemment, comme j'utilise un réseau opérateur, eh bien, il y a un coût d'abonnement. Et donc, pour réduire ce coût, eh bien, je mutualise. Encore plus de capteurs pour avoir plus de métriques, intégrer les capteurs dans le matériel d'apiculture, parce que là, effectivement, j'ai quand même pas mal de fils. Et quand je dois intervenir dans la colonie, bon, c'est un peu compliqué, donc c'est un peu plus d'intégration, c'est mieux. L'alerting, de la prédiction, l'IA, voilà, en cas de dépassement de seuil, être averti, de la prédiction pour voilà, anticiper, avoir des conseils corrélés avec des données externes telles que la météo, utiliser une blockchain. Alors, je n'ai pas encore le cas d'usage, hein, mais je pense que je vais l'avoir. Et puis, je ne vous ai pas mis le quantique, mais je pense que j'aurais eu tous les bons mots là sur le slide, mais bon, effectivement, j'aurais peut-être un peu abusé. Ma conclusion, non, je n'arrête pas de courir après mes abeilles. J'ai besoin de plus de représentativité sur mon rucher. Donc, je cours après celles qui ne sont pas équipées. Je vous ai dit au début de la présentation, l'environnement n'est pas favorable aux abeilles. On parle de disparition des abeilles. Moi, ce que je veux, c'est sauver mes abeilles. Alors, c'est vrai que je ne vais pas régler le problème de fond, mais je pense que ce type d'équipement est la prochaine évolution de l'apiculture. Il faut voir qu'à chaque fois qu'on intervient dans une colonie, eh ben, c'est une perturbation pour elle. Et pour le bien de nos abeilles, on se doit d'intervenir au plus juste, de la façon la plus efficace possible. Et donc, c'est de savoir, de connaître à l'avance ce qui se passe au sein de la colonie, mais aussi dans son environnement proche. Donc, mettons de l'IT au service de nos abeilles, mettons de l'IT au service de l'apiculture. Et je vais finir par ces mots, planter des fleurs.